quand même. Mais enfin, les exégèses qui partent n'importe où, enfin, ça veut aussi dire, moi aussi, je peux lire entre les lignes et dire, oh, bon, bah voilà, Michel Onfray a dit, c'était un fasciste. Ça, entre les lignes, c'est un ça, fasciste. vous n'arrêtez pas de le dire. Donc, non, je n'ai pas dit. Allez-y. Non, mais vous La personne qui a écrit ça, c'est vous. Oui, je le sais bien. Bah, heureusement, moi, j'écris mes livres. Michel Onfray et Pablo Pillo-Vivien ont récemment participé à un débat animé sur BFM TV. Lors de cette discussion, Michel Onfray a vivement critiqué les positions de Pablo Pillo-Vivien, ce qui a suscité beaucoup de réactions. Michel Onfray, philosophe et essayiste français, est connu pour ses positions souvent controversées et son franc-parler. Pablo Pillo-Vivien, quant à lui, est un jeune militant et essayiste engagé dans des causes sociales et politiques. Leur rencontre sur BFM TV a été marquée par des échanges vifs et passionnés. Michel Onfray a critiqué de manière virulente les positions de Pablo Pillo-Vivien, notamment sur des sujets tels que la laïcité, la culture et la politique. Dommage. Je dis simplement que quand les Républicains, la gauche, etc., pendant des années ont traité de fascistes, quiconque disait qu'il y avait des problèmes de cette nature-là, continue aujourd'hui. Mais les Républicains n'ont jamais traité des gens de fascistes parce qu'ils dénonçaient... Non, mais ils ont été quelquefois très prudents et très mesurés, Charles. Mais vous dites n'importe quoi. Je suis désolé de vous dire que vous dites absolument n'importe quoi. Vous pensez que Juppé était un grand résistant, par exemple, qu'il y avait beaucoup de choses qui le distinguaient de François Hollande. Juppé, c'est la gauche de la droite. Ah ben oui, c'est ça. Par exemple, sur la question... Attendez. Non, je voudrais entendre Pablo. On n'a pas encore entendu Pablo, et après je vous donne la parole, Charles. Pablo. En fait, je comprends pas, parce que le problème avec l'affaire Mogouchkov, c'est qu'en fait, on prend tout à l'envers. C'est-à-dire que on dit, bon, bah, à la fin, effectivement, il a tué, et donc, dès qu'il avait 11 ans, il aurait fallu qu'on sache que 10 ans après, ou 9 ans après, il allait tuer. Mais c'est impossible. Moi, je pense, en revanche, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque vous avez des gens qui ont les signalements qu'a eu ce monsieur Mogouchkov, alors, oui, il faut agir. Pas forcément en l'expulsant, je veux pas à quoi ça va servir de l'expulser. Si c'est pour le renvoyer là-bas et qu'il revienne avec une bombe 2 ans après, ça n'a aucune utilité. En revanche, il faut que la République y apporte une réponse. Et cette réponse, je pense que ce n'est pas, c'est pas ça. Non, c'est pas la réponse. Il vient pas de Tchétchénie, il vient d'Ingouchi. Un enfant, en fait, un gamin, en fait, qui est arrivé à en dessous de 13 ans en France et qui a fait toute sa scolarité en France, c'est un petit garçon français. Eh bien oui, exactement. Et donc c'est la République en fait qui doit s'interroger, qui doit dire qu'est-ce qu'on a foiré, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé le voir, je sais pas, avec des assistants sociaux, des psychologues, et essayer de le déradicaliser. On doit le déradicaliser. Dominique, attendez juste, là on parle d'étrangers, mais ils sont pas tous étrangers les terroristes. Donc parfois vous pouvez pas les renvoyer, et il faut quand même trouver une solution. Pablo, on parle dans le vide. Charles, on parle dans le vide. Cette famille, à un moment, c'est signalé, aurait dû partir. Elle était au pied de l'avion, elle devait s'en aller. Des associations, c'est factuel, des associations ont dit non pour les défendre. Un parti politique, c'est le PCF, mais je dis pas un parti politique a dit non, ils ne partiront pas. Et toute cette famille n'est pas partie. Et aujourd'hui est arrivé ce qui est arrivé. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est le fait d'un seul homme de 20 ans. Vous dites cas concret, très bien. J'en soumets d'autres. Ce soir, Gabriel Attal dit on a dans nos écoles plusieurs dizaines d'élèves qui sont fichés. On va pas dire toutes les familles. Attendez, qui sont fichés, qui sont radicalisés. Nous allons voir avec Gérald Darmanin comment sortir ces élèves-là de l'école. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces élèves-là, Michel Onfray? Parce que, comme le disait Pablo Pillo-Vivien, ils ne sont pas tous étrangers. La majorité d'entre eux même sont sans doute français. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ces profils-là qui sont suivis, surveillés? Binationaux. Pas forcément. Certains. Pas forcément. La plupart, oui. Comment on sait ça? Là, on n'en sait rien, Dominique Rizet. On n'en sait rien. Mais c'est même pas la question. Là, mais la question, c'est comment est-ce qu'on... OK, le ministre dit on va voir comment on les sort de l'école, et après Mais c'est la bonne question, à l'évidence, parce que si on les sort de l'école, parce qu'on dit, il a été mis à la porte pendant 3 jours, mais formidable pendant 3 jours, il va pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, puis après il recommence. Et il revient, il insulte, et on va faire quoi? Moi, je suis d'une époque où j'ai fait 4 ans d'orphelinat, et j'ai fait aussi dans l'infanterie de marine un certain nombre de semaines. J'ai pas fait mon service militaire pour des raisons de santé. Je l'ai pas fini, pas pour des raisons de santé mentale. Moi, je voulais le faire. J'ai pas fait semblant d'avoir des problèmes. Et à l'époque, j'étais pas délinquant. Encore aujourd'hui, je ne suis pas. Mais je veux dire que la discipline, ça existait. On pouvait calmer des gens. On pouvait les calmer. On pouvait les socialiser. Même pas les resocialiser quand ils n'ont pas été socialisés. Il s'agit de le faire. Moi, je serais pas contre le fait qu'il y ait
des internats dans lesquels on apprendrait un certain nombre de choses, dans lesquels on calmerait un certain nombre d'individus, dans lesquels on leur ferait savoir qu'un groupe, c'est pas une individualité, qu'on n'a pas tous les droits, qu'on se lève pas quand on veut, comme on veut, qu'on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. Je vous assure que... Et puis après, il s'agit pas de donner des coups de schlag, il s'agit pas de refaire des bagnes, hein, entendons-nous bien. Je dis simplement que si vous resocialisez en grimpant des montagnes, en traversant la mer, en faisant des marches dans le désert, ou en disant le physique va être là, mais on va refabriquer des communautés, et vous allez voir, et vous allez m'obéir, parce que c'est moi qui vais m'occuper de vous, etc. C'est beaucoup mieux que de les mettre en prison. Dans les prisons, on met des gens qui ne devraient pas s'y trouver, des gens qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques. Il y a des gens qui... quand même que les expulser. Alors, attendez, ça peut être je vais prendre un risque, mais j'ai l'impression que Pablo Pio-Vivien est d'accord avec vous. Ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quand même plus républicain que de dire on va les expulser ou on va les foutre en tôle. Bon, là, il y a une proposition. On expulse ceux qui sont expulsables, les citoyens français restent, on rétablit le service national dans un sens civique et rééducateur, et les éléments les plus perturbateurs, on les garde. Et je dis bravo parce que la prison ne résout rien. C'est une grosse erreur de Chirac d'avoir supprimé le service national qui était en plus un instrument de mesure sociologique. On rétablit l'autorité de la République. Je trouve que ce soir, Michel Onfray, que je connais, a été très modéré. La démission de la République en termes de sécurité... Attendez, vous allez au-delà de ce que dit là Michel Onfray. Parce que je parle à des policiers responsables qui n'osent pas s'exprimer, qui disent on a démissionné, et pourvu... Attendez, qui a démissionné ? La République a démissionné parce que une idéologie un petit peu tiers-mondiste, laxiste, soi-disant humaniste, a dit on ne peut pas traiter des gens qui viennent en France se réfugier. Ces gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit d'asile a été inventé par les révolutionnaires pour protéger ceux qui partagent leurs idées de la Révolution en France, pas pour accueillir les gens qui détestent la République, qui haïssent notre démocratie, qui veulent notre destruction, et que des idéologues dits de gauche accueillent comme des victimes du capitalisme mondialisé. Voilà. Donc on va mettre les mots comme il faut les dire, et l'autorité de la République va se rétablir dans toute sa fermeté, dans le respect du droit, le plus légalement, et on fera de ces enfants perdus des citoyens exemplaires. Et ceux qui ne veulent pas, ils iront ailleurs. Pourquoi il n'y a pas ces attentats en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, Pardon. Non, bien sûr. Non, en Espagne. Non. En Espagne, à Madrid, mais vous vous moquez de qui ? De quoi il y en a eu un, c'est terminé, je peux te dire, en Espagne. Non, ce qui se passe aujourd'hui, là, en Espagne, les familles tchétchènes suspectes, elles n'y seraient plus, ni en Italie, ni en Hongrie, la Belgique, parce qu'ils pensent un peu comme nous, les autres pays. Pourquoi il n'y a pas d'attentat à Tokyo, qui est un pays capitaliste ? Pourquoi il y a des démocraties ? Le Premier ministre a failli se faire assassiner en France, ça va pas, non ? Il y a des attentats au Japon, bien sûr. Non, de cette nature. C'est-à-dire de gens qu'on a accueillis dans le pays d'accueil et qui se retournent contre les gens qui vous ont accueillis. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est pas la majorité. Les attentats en France, la majorité, c'est pas des étrangers qui les commettent. Mais non, nationaux. Mais je te dis, c'est ça le problème. Nous avons en France aujourd'hui une marge qui fait penser à ces gens qu'ils peuvent passer à l'acte et qui seront défendus par des associations qui vont manifester dans la rue pour dire que c'est eux les victimes et que c'est nous qui défendons la République, l'état de droit et la citoyenneté qui sont des salauds. En revanche, on est dans un état de droit, effectivement. On ne l'est plus dans un état de droit. Et y compris, moi, vous savez, quand je vois que quand les terroristes sont jugés, moi, je me dis c'est l'honneur de la République. Évidemment, ça nous fait du mal, etc. Mais quand les terroristes sont jugés dans des tribunaux, moi, je me dis c'est l'honneur de notre République, c'est l'honneur de notre démocratie, en fait, de réussir à les juger. En France, c'est les profs qui sont poignardés et qui crèvent. Oui, c'est pas les c'est vrai, c'est pas Michel Onfray, est-ce que vous vous rangez du côté de Perico Légas ? Mais il se range de mon côté, donc évidemment. Visiblement, il allait plus loin que ce que vous disiez tout à l'heure. Mais je pense que, pour répondre un peu à Pablo, je pense qu'on accable beaucoup l'islam, mais il n'y a pas de problème avec l'islam indonésien, par exemple. Il se passe quoi avec l'islam ? Il se passe moins un problème avec l'islam qu'avec l'islam maghrébin, c'est-à-dire avec l'histoire que nous avons entretenue avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Afrique du Nord. On n'est plus avec l'islamisme ou le terrorisme islamiste. Avec un islam africain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème avec l'islam asiatique, par exemple. Il n'y a aucun problème avec l'islam des gens qui le pratiquent. Je suis désolé. Il y a un islam apaisé, Pablo, il y a un islam apaisé. Il y a un islam apaisé. Non, mais je suis désolé, mais il dit islam africain. Vous dites islam africain, je suis désolé. Ou islam maghrébin. Je suis désolé, il y a plein de gens qui se disent islam maghrébin. Ce que vous dit Pablo, le problème, c'est pas l'islam, c'est l'islamisme. Voilà. Non, mais je dis, on a un problème avec la guerre d'Algérie, s'il faut dire clairement ou le dire autrement. Je pense simplement que depuis 62, on a l'impression qu'elle n'est pas finie, cette guerre. Et on a l'impression qu'on va demander des excuses en permanence. Nous avons un comportement avec l'Algérie, parce que derrière les musulmans, il y a des Arabes, c'est-à-dire un grand peuple.
des gens qui ont le sens de l'honneur, de la dignité, de la parole donnée. Encore tout. Non, je mélange justement pas, je suis en train de vous parler de l'Algérie. Oui, non, mais je suis d'accord, on n'a pas fermé la question algérienne. Je suis en train de vous dire qu'il faut être un peu subtil et de croire que quand on est arabe, on n'est pas forcément musulman. Quand on est musulman, on n'est pas arabe. Si on peut faire passer cette idée, déjà, c'est pas inintéressant. Quand on ajoute que quand on est musulman et qu'on est arabe et qu'on est algérien et qu'il y a eu le passif de la guerre d'Algérie, il y a cette idée. Moi, je suis allé en Algérie au moment où j'ai fait mon livre sur Camus. J'ai regardé la télévision, j'avais l'impression que la guerre d'Algérie n'était pas finie. Et on nous fait toujours le coup la France doit être responsable de l'état de déshérence dans laquelle nous nous trouvons. Mais attendez, depuis 62, ils sont autonomes. Ils ont leur indépendance, ils ont du gaz, ils ont du pétrole, il y a une mafia qui est sur place, et ils sont toujours en train de dire... Là, on est en train de s'écarter largement de Bogouchkov, notamment. De notre point de départ de Bogouchkov, on s'en écarte. Non, parce que le sentiment contre la France, moi je suis d'accord pour le coup avec ce que dit Michel Onfray, dans une certaine jeunesse française, et notamment chez des jeunes Français de confession musulmane, il peut y avoir un rejet de la France en tant que éternel criminel de la colonisation, de la guerre d'Algérie, etc. C'est vrai que c'est un phénomène. Si vous voulez qu'on revienne sur ils viennent de rajouter un couplet à leur hymne national. Ils viennent de rajouter un couplet à leur hymne national, rappelant que la France est un ennemi à l'endroit de la France. En fait, là, excusez-moi, mais vous mélangez absolument tout. Sur quoi est appuyé? Non, mais la jeunesse issue de l'immigration algérienne serait anti-française. On n'a pas réglé le problème, Pablo. Non, mais je ne sais pas en fait d'où vous tirez ça. On n'a pas réglé le problème. C'est au pif. Non. Tu te souviens du match Non, mais moi je sais, j'ai lu les documents qui ont été faits par Pierre Morin. Il faut être lucide. L'islamisme, c'est mais Pablo, donne-moi des faits, donne-moi des statistiques. C'est pas parce qu'on des études. C'est pas parce qu'on est à la télévision qu'on doit s'interdire de réfléchir. L'islamisme, il prospère sur un certain terreau. C'est une idéologie radicale offensive qui diffuse des contenus sur Telegram, sur YouTube et qui cherche des âmes fragiles à conquérir. Qu'elle trouve. Et ces âmes, comment elle les trouve? Notamment chez les gens qui pensent que l'Occident en général et la France en particulier, mais pour ça, d'ailleurs, Israël, c'est ça aussi. Israël, c'est l'Occident coupable. Israël, c'est la perpétuation, si vous voulez, de l'Occident qui opprime. On viendra à Israël dans une seconde. On viendra à Israël dans une seconde. On n'a pas entendu Lise. Allez-y, Lise. J'aimerais qu'on s'interroge quand même sur la responsabilité de l'État français, parce que là, on a l'impression simplement qu'on accable ces jeunes issus de l'immigration. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour leur donner un sentiment d'enracinement dans notre pays? Ce sont des enfants qui, pour la plupart du temps, quand ils vont au bled, en fait, ils ne se sentent pas du tout accueillis là-bas, ils ne se sentent pas du tout algériens. Et quand ils sont en France, ils ne se sentent pas non plus français. Qu'est-ce qu'on a, avec l'éducation nationale, à proposer à ces enfants pour qu'ils se sentent pleinement appartenir à une histoire et à un commun? Ça, c'est une question, je pense, à laquelle leurs grands-pères l'ont été, qui sont des Français exemplaires et qui sont révoltés contre le comportement d'une certaine génération d'enfants d'immigrés qui n'ont refusé l'intégration, alors que les anciens... Mais la question que vous posez, Gilles, c'est qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce que la société française a raté? Le degré d'intégration pour des raisons idéologiques dû à une dérive des intellectuels de gauche, on a dit l'assimilation, l'intégration non. On leur donne honte de ce qu'ils sont. Donc doucement sur l'intégration. Et l'école, qui était l'instrument d'intégration qui a fait la force de la France et de la République, a été désarmée dans son pouvoir d'intégration parce qu'il y avait des idéologues de gauche qui disaient non, il faut leur laisser dans leur identité, leur croyance. On est coupable de les avoir exploités pendant 130 ans. Peut-être aussi qu'à un moment, il faut faire un choix de vie. On choisit. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Alors attendez, là le problème c'est qu'on continue en fait de les stigmatiser, de dire en fait voyez ils sont différents. Mais non, pas du tout. Vous arrêtez pas. Mais c'est ce que vous dites. Moi je veux les intégrer. Bon voilà, la jeunesse, du machin. Non, le problème c'est qu'aujourd'hui effectivement, il y a une partie de la jeunesse en fait qui vit dans des quartiers genre où c'est très compliqué en fait de s'intégrer parce qu'il n'y a pas de service public, parce que genre ils ont une éducation nationale où en fait ils sont moins bien lotis que les petits Parisiens que moi par exemple j'ai été, et que c'est insupportable et que cette inégalité est insupportable. Donc évidemment, au bout d'un moment, il est normal qu'ils aillent chercher... Le patronat les a fait venir pour les exploiter. Oui, aussi. Mais c'est vrai. Le patronat continue de les exploiter. Et le patronat continue de les exploiter. Il y a aussi une partie de cette jeunesse qui joue qui fait des commentaires et qui est connue, reconnue, aimée, adorée, adulée. Alors justement, en parlant d'exégèse, moi j'ai une petite citation à vous soumettre. C'est quelqu'un qui a écrit ça dans une interview. Il a écrit « Cela ne manque pas de sel de constater qu'en danger de mort, dans l'Allemagne nazie, les philosophes marxistes juifs qui ne voyaient que par Marx ne se sont pas précipités à Moscou quand il a fallu fuir leur pays, mais aux États-Unis, où, grassement financés et bien accueillis, ils ont
poursuivi leur combat contre le capitalisme appointé par les milliardaires américains. Ainsi, Marx, Horkheim, Theodor Adorno, etc. etc. Comment? Pas Horkheim, mais Horkheimer. Mais c'est comme vous voulez, vous avez... Allez-y. La personne qui a écrit ça, c'est vous. Oui, je le sais bien. Bah, heureusement, moi j'écris mes livres et je sais ce que je raconte. Je dis simplement... C'est pas un livre, c'est une interview. Oui, enfin, j'ai fait une université populaire dans laquelle j'ai enseigné ça. Ah oui, vous avez aussi dit que les Juifs inventent le génocide. Ça, c'était dans une tribune dans Le Point en 2012. Vous avez aussi dit le monothéisme juif a une violence intrinsèque exterminatrice et que les Juifs inventent le génocide. Vous faisiez l'exégèse d'un texte Il va falloir que vous appreniez... Ah bon, voilà, heureusement, que vous appreniez le sens du mot exégèse et j'étais en train de rendre compte d'un livre de Jean Solaire qui disait ça. Non, alors justement, il y a beaucoup de gens... J'ai cherché... Pardon Pablo, mais là, on va rentrer dans des détails. C'est une polémique. Non, mais alors si vous pensez... Quand vous associez les philosophes juifs qui ont fui aux États-Unis, que vous dites qu'en fait ils sont omnubilés par l'argent. Alors, j'ai pas dit ça. Oh bah si, c'est ce que vous dites. Omnubilés par l'argent, le mot omnubilé s'y trouve? Ah bah ça y est, moi j'ai pas le droit de lire entre les lignes. Non mais je doute un peu de vos capacités à l'exégèse. Non mais je vous dis, ou grassement financés et bien accueillis, ils ont poursuivi leur combat contre le capitalisme. Alors, Michel Onfray vous répond, Pablo. Michel Onfray. Je vais vous apprendre des choses, ça vous fera pas de mal. Ces gens de l'école de Francfort, Horkheimer, puisque vous avez du mal à le prononcer, peut-être qu'on l'a fait non, pas lui. Bah si, c'est écrit, c'est dans la liste. Il est dans la liste, Günther Anders. Je vous parle de l'école de Francfort. Oui, mais il y a aussi Günther Anders. On va pas faire un cours de philo, mais on peut le faire. Je dis simplement que quand les marxistes juifs sont persécutés par le nazisme et qu'ils ont la possibilité de quitter leur pays pour aller aux États-Unis ou en Union soviétique, ils vont aux États-Unis. Où on leur donne des bourses pour travailler et faire l'éloge du marxisme soviétique. Un livre de Marcuse qui s'appelle Le marxisme soviétique. Donc je dis simplement que quand des gens ont le choix... C'est pas écrit comme ça. Je vous invite à lire le livre. Votre lecture est pernicieuse. Non, c'est les fiches qu'on vous a faites. Je vous assure. C'est très facile à lire. Je veux dire, c'est un livre entier. Moi, je trouve ça profondément antisémite. Oui, ben voilà. Ça fait des années que vos copains estiment que je suis antisémite en permanence. En même temps, vous avez vu ce que vous racontez sur Voltaire, sur Sartre, sur Jean Jaurès. Tout le monde est antisémite parce qu'il y a une petite phrase. Le problème, c'est que petite phrase. Mais moi, je trouve ça dramatique. Mais Sartre qui défend Septembre Noir, une petite phrase. Mais vous savez, l'antisémitisme n'a jamais été structurant dans la gauche. Alors qu'il a été à droite. Septembre Noir, c'est l'attentat contre la délégation israélienne aux Jeux Olympique. Pablo, il faut qu'on avance. Ça n'a jamais été structurant dans la gauche, alors qu'il l'a été dans la droite. Mais vous rigolez ou quoi? C'est une différence qui est très importante. De Sartre. Et moi, je trouve ça antisémite. Simone de Beauvoir travaille à Radio Paris. S'il vous plaît, messieurs, tout ce que vous racontez là, c'est dans le Figaro. Vous irez lire le Figaro dès demain matin ou ce soir en ligne, si vous le souhaitez. Il y a votre tribune, effectivement. Je veux qu'on en vienne à ce qui se passe ce soir au Proche-Orient. On verra dans un instant les dernières déclarations du ministre de la Défense qui explique que l'ordre d'entrée dans Gaza va intervenir. Une mise au point quand même, Michel Onfray. Vous vous définissez comme sioniste pro-palestinien. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense que quand on est sioniste, il y a quand même une question palestinienne et qu'on ne peut pas estimer. Je disais ça à une époque où, en amont, j'ai pas écrit ça il y a 2 jours. Et il faut régler le problème palestinien. Ce peuple a le droit à une terre. Je disais simplement qu'on pouvait aller voir du côté d'Albert Camus, qui lui avait proposé une solution pour que les Algériens, les Français, les gens qui vivaient en Algérie puissent vivre ensemble. Et ça, on l'a beaucoup oublié. C'est-à-dire, dans Actuel 3, il consacre ce volume-là à la guerre d'Algérie. Et tous ces gens qui sont déjà copains et qui disent il faut un État, il faut un drapeau, il faut un hymne, etc., se sont trompés. C'était Sartre, en fait. Et quand Camus nous dit on a la possibilité de s'entendre entre communautés pour fabriquer des fédérations, des confédérations. Regardez le modèle suisse qui rend possible des coexistences, des langues, des religions différentes. Et je disais, il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Il n'est pas question d'assimiler, je l'ai dit tout à l'heure, le peuple palestinien et le Hamas, ou le Hezbollah, ou les groupes terroristes. Et je disais, si nous voulons éviter qu'on puisse assimiler le peuple palestinien au Hamas, il faut entrevoir une solution qui serait confédérative. Je proposais cette solution confédérative. Aujourd'hui, ceux qui défendent les 2 États ne peuvent plus tenir la position des 2 États. Qui plus est, quand vous auriez un État qui vise à détruire le second. Les États que vous soutenez là, ils estiment qu'effectivement il faut détruire l'État d'Israël. Mais si vous dites je soutiens des gens qui veulent détruire l'État d'Israël, vous n'êtes pas antisémite. C'est quand même sidérant si l'antisémitisme ne consiste pas à dire il faut détruire l'État d'Israël ou est-ce qu'on est antisémite. Le problème, c'est que si vous mettez en cause Pablo là-dessus, je vais devoir le faire répondre évidemment parce que l'accusation est tellement grave. L'accusation est tellement grave. Enfin, pardon. On avait traité d'antisémite. Je veux dire, je rencontre. Oui, vous avez répondu. Oui, j'ai bien vu, j'ai bien compris. Je reste antisémite. J'ai donné des preuves sur les textes, mais je veux dire, je peux revenir sur. Ah ben non, mais. Non, mais.
Moi, je suis pas du côté du Hamas. Non, mais je sais pas ce que vous ils l'ont entendez. été dans un Moi, je suis certain plutôt contexte. Fatah que Ce n'est Hamas. pas le même antisémitisme. Celui de Jaurès, c'est une position. Celui de Voltaire, c'est un moment de l'histoire et de lecture de l'histoire. Voilà, ce n'est pas le même antisémitisme. Aujourd'hui, il y a de vrais antisémites. On vous a pas attendu pour Il y a penser de vrais chronologiquement, antisémites hein. aujourd'hui qui se réfugient derrière le combat palestinien et israélien pour stigmatiser Israël. Voilà. Il en est sûrement, et je Bien suis complètement d'accord avec vous, mais je suis pas certain que ça soit la majorité en fait des gens qui soutiennent aujourd'hui le peuple palestinien. Mais alors, Pablo, Pablo, si vous avez des chiffres, sortez-les. Il y a une vieille expression française, excuse-moi, juste. Il y a une vieille expression française qui qualifie ce que vient de faire Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle la pierre de l'ours. Tu sais, cette histoire d'ours qui veut écraser une mouche qui est sur la tête d'un autre ours. Il prend un énorme pierre pour écraser la mouche et il tue. Ce qu'il vient de faire là, ce n'est pas un service politique qu'il vient de rendre à Benzema. Par contre, je pense que Jean-Luc Mélenchon se positionne, il prend date et il prend acte en soutenant Benzema de sa lecture de l'histoire actuellement et je pense qu'il aura aussi des comptes à rendre sur ce tweet. Ce que j'allais dire, c'est Pablo, si vous considérez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas profondément antisémite, vous pouvez quand même admettre que c'est un islamo-gauchiste puisqu'il fait en sorte de plaire à un électorat qui est en effet un électorat qui en partie, lui, est antisémite. Voilà. Enfin, j'ai que voilà. C'est dit, c'est non. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Je veux qu'on entende et qu'on voit cette scène ce soir. Le ministre de la Défense israélienne qui explique face à ses troupes, gilets pare-balles sur les épaules, que l'ordre va arriver. Organisez-vous, soyez prêts, les ordres arriveront. Merci beaucoup les gars, nous vous faisons confiance. Bonne chance et nous nous reverrons. Quiconque voit Gaza de loin aujourd'hui la verra de l'intérieur. Je vous le promets, c'est une promesse. L'offensive semble se rapprocher. On va rester prudent, l'offensive terrestre. Est-ce qu'elle peut fondamentalement, au vu notamment de ce que vous disiez juste avant, changer la donne ? Moi, je ne crois pas. C'est comme quand on a attaqué les Irakiens en estimant qu'ils étaient responsables du 11 septembre. Il y a un moment donné où les causalités sont fausses. D'abord, on va bombarder un peuple indistinctement. Et l'idée de rendre un peuple responsable d'un parti, du Hamas, tout le peuple palestinien n'est pas derrière le Hamas. Il y a des gens qui résistent à ça. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. La gestion de la bande de Gaza par le Hamas est totalitaire. Elle est totalitaire. Je rappelle qu'on jette des homosexuels là-bas, je veux dire, dans la bande de Gaza, on jette des homosexuels parce qu'ils sont des homosexuels, du simple fait qu'ils le sont. Donc je veux dire, il y a un moment donné où quand la cause LGBT défend des gens qui balancent des homosexuels du 5e étage parce qu'ils sont homosexuels, il faudrait un peu réfléchir. Mais encore une fois, ils ne soutiennent pas le Hamas. C'est ça le problème. C'est que depuis tout à l'heure, vous faites ce raccourci-là aussi. C'est vous qui le faites, vous appelez ça des intersectionnels. Donc effectivement, les intersectionnels... Non, mais attendez. Vous dites vous-même que le peuple palestinien n'est pas le Hamas. Exactement. Donc, si je poursuis, ceux qui défendent... laissez-moi poursuivre. Oui, mais attendez. par exemple, le mieux, ce sera que je fasse. Non, mais attendez. Daniel Obono, par exemple, députée LFI, elle a expliqué que ce matin, le Hamas, sur France Inter, elle a quand même dit que c'était des résistants. Un acte de résistance. Ça, c'est une grosse connerie. Voilà, mais ça ne veut pas dire... Mais pour poursuivre ce que vous dites, ça ne veut pas dire que tous ceux qui défendent la Palestine, notamment dans les manifestations, défendent le Hamas. J'entends bien. Voilà. Mais il y a quand même un risque. Il y a un moment donné où quand vous êtes dans des manifestations antisémites et où les gens crient des slogans antisémites, vous êtes quand même là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous êtes un peu responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites. Mais je dis simplement pour répondre à votre question et à la vôtre. La manifestation c'était mort aux Juifs. Bon, et alors on faisait semblant. Il y a eu mort aux Juifs ? Bien sûr. Ça, c'est inadmissible. J'ai rien d'autre à dire. Je ne savais pas qu'il y avait eu mort. Allez-y, Michel Onfray. C'était sur l'idée qu'effectivement, en bombardant les populations civiles, on va pas forcément bombarder les gens qui sont responsables. Moi, je suis pour que les gens paient quand ils ont commis des fautes. Un peuple ne paie pas pour des fautes qu'il n'a pas commises. Ce que dit Israël, c'est qu'il ne va pas bombarder les civils. La cible ne sont pas les civils. J'entends bien, mais simplement, comment vous faites quand vous envoyez des bombes et qu'éventuellement le Hamas vous dit vous restez ici. Quand Israël dit on va bombarder tel endroit, je pense que tout le monde s'en va, et y compris les gens du Hamas. Donc vous faites ça pourquoi ? Éventuellement pour faire des gravats, pour pouvoir ensuite mieux pénétrer, pour aller détruire des tunnels en dessous. Je veux bien, peut-être qu'il y a des questions stratégiques de cet ordre-là. Je dis simplement qu'il y a quand même des grands responsables dans cette aventure, qui sont quand même l'Iran, qui sont le Qatar. Donc à un moment donné où on va bousiller des peuples, détruire des peuples indistinctement, il y aura des salauds, il y aura des ordures, il y aura des terroristes dans les gens qui seront tués, mais il y aura aussi des gens qui ne le seront pas. Et c'est déjà le cas. Donc à un moment donné, on se dit, mais ça n'est pas une solution de se comporter de cette manière-là. Il faut qu'Israël puisse être indépendant, autonome. Il faut que, éventuellement, le Hamas soit décapité. Mais ceci dit, ceux qui rendent possible le Hamas, on fait quoi ? On fait quoi avec l'Iran ? On fait quoi avec éventuellement le Hezbollah au sud du Liban ? On fait quoi avec le Qatar qui paye
Aujourd'hui, en France, il n'y a aucun problème avec les gouvernements du Qatar, avec les gouvernements iraniens. Donc je pense que souvent, les peuples font les frais de l'hystérie des gouvernants. Et que, moi, je suis allé plein de fois en Israël, et il y a plein de... Les peuples veulent la paix. Il y a un moment donné où le peuple israélien et le peuple palestinien, ils voudraient que ça se calme, tout ça. Sauf que, gouvernants... on était tout à l'heure avec Nicolas Poincaré, qui est rentré d'Israël, le grand reporter d'RMC, qui nous disait, là, après le choc, après l'horreur du 7 octobre, ce que veut aujourd'hui majoritairement la population israélienne, c'est d'aller à Gaza. C'est que son armée entre dans Gaza. Ça change la donne. Je veux dire que ça change la donne considérablement, ce qui s'est passé. Donc effectivement, on a la possibilité de reconsidérer l'histoire en se disant il s'est passé aussi d'autres choses. L'histoire avance et évolue. Quand vous avez la démonstration que le Hamas veut détruire l'État d'Israël, mais concrètement, et qu'il s'y prend comme il s'y prend, il est normal qu'Israël prépare une défense, une riposte. Simplement, je dis, est-ce que la riposte militaire, comme elle est prévue, moi je suis pas dans le détail des ripostes militaires, hein, je ne sais pas qui va faire quoi, comment, de quelle manière, ce qui est prévu, évidemment. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a des otages français et qu'on va sûrement les retrouver dans un sale état. Et il y a 203 otages au total et plusieurs Français, on n'a pas de chiffre. Et le Hamas a dit, mais on en fusillera régulièrement. Alors moi, je ne sais pas comment Macron négocie, ceux qui négocient, ceux X, qui négocient avec qui, est-ce qu'il y a des intermédiaires, est-ce qu'on prend langue avec le Qatar, avec l'Iran? Mais la difficulté, elle est là précisément, parce que vous disiez qu'il fallait se poser la question du Qatar, de l'Iran, etc. Pour négocier sur les otages, il faut passer par le Qatar, notamment. Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais moi je ne suis pas président de la République. Non, je sais, mais vous êtes philosophe et là c'est quasiment un problème philosophique. C'est quasiment un problème philosophique. Moi je peux faire le kéké sur un plateau de télévision. Simplement il y a un moment donné il faut être sérieux, il faut avoir les informations pour pouvoir dire des choses. Sinon on n'est pas sérieux. Moi je ne sais pas ce que c'est le président de la République. Je ne sais pas ce qu'il sait. J'ose espérer qu'il sait plus de choses que moi sur ce sujet. Donc il doit négocier. Il avait l'air de le dire sans le dire tout en le disant. C'est d'abord un peu son style, donc c'est difficile de savoir ce qu'il en est véritablement aujourd'hui. Mais j'ose espérer qu'il avance, qu'il négocie et qu'il pense qu'il faut sauver ces gens-là. Et puis qu'il faut aussi quand la guerre a lieu, il faut toujours penser en termes de paix. Ça ne dure pas éternellement une guerre. Comment on va la fabriquer cette paix? Avec qui? Et avec quels individus? Les gens qui auront perdu des pères et mères de part et d'autre, etc. Ça va devenir difficile. Donc je pense que la France n'est plus crédible sur le terrain international. Macron n'est pas crédible et c'est pas sur lui qu'il va falloir compter. Mais il y a la Chine, mais il y a la Russie, il y a l'Inde également. Mais ils ont décidé déjà des choses, eux, plutôt sur ce terrain, ils ont déjà joué des cartes. Donc avec l'Iran. Oui, absolument. C'est là qu'est le problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous dites, c'est les battements d'ailes du papillon, vous faites quelque chose ici, vous avez l'Iran qui bouge, vous avez la Chine qui va dire, mais nous, on va faire quelque chose. Donc je comprendrais très bien que aussi bien Emmanuel Macron, pour le coup, je vais le soutenir, que le chef de l'État en Israël, le pouvoir commence à dire mais on fait quoi, on fait comment et qu'est-ce qui va se passer. Sauf que ce discours-là, pour l'instant, alors Emmanuel Macron le tient, mais en Israël, ce discours-là, il n'existe pas, en tout cas au sommet de l'État. Il y avait juste après l'attaque du 7 octobre, l'ancien patron des renseignements qui disait OK, il va falloir répondre, il y aura éventuellement une offensive terrestre à Gaza, mais dans le même temps, il faut qu'on propose tout de suite autre chose aux Palestiniens. Sinon, on n'avancera pas. Oui. Et sinon, ça se répétera. Et les horreurs du 7 octobre se répéteraient. Et moi, j'ai des amis israéliens qui étaient pro-palestiniens, pour le coup, et qui étaient pour deux États, et qui me disent, mais les deux États ne sont plus possibles quand un État veut détruire l'autre. Et qui me disaient, mais il faut que la Cisjordanie et la Jordanie, et que la bande de Gaza et l'Égypte puissent être pensées de manière un peu sur une logique un peu séparatiste. Moi, je propose je ne vais pas donner son nom, c'est un ami, mais je veux dire, je trouve cette solution intéressante, mais l'Égypte a dit non, et puis la Jordanie a dit non aussi. Donc, effectivement, il faut avancer. Et puis, je suis pas sûr que les Palestiniens diraient oui. C'est pas impossible, oui, aussi, bien sûr. Non, mais il y a un moment donné où il faut penser aussi avec Mahmoud Abbas. Il existe Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne. On pourrait le remettre en selle aussi en lui disant, mais reprenez la main, on vous donne les clés. Vous parlez de lui dans votre tribune aujourd'hui. Oui, il écrit une thèse négationniste en 1983 soutenue en Union soviétique. Voilà. Bon. Et récemment, il a eu la médaille la plus élevée, enfin le grade le plus élevé d'une médaille à Paris des mains d'Anne Hidalgo. Et quand Anne Hidalgo, mais vous dites vous-même, on pourrait le remettre en selle. Ah oui, et vous allez négocier avec les Palestiniens, et qui sinon? Vous voulez un Palestinien qui soit quoi? Un Palestinien qui soit un Juif israélien? Ça va pas le faire. Donc à un moment donné, il va falloir effectivement négocier avec des gens qui ont renoncé, éventuellement, qui ont plus ou moins renoncé à l'usage des armes. C'est comme ça que ça se fait, la guerre. Je veux dire, vous la faites, puis à un moment donné, il va falloir l'arrêter, et à un moment donné, il va falloir faire la paix. Il y a des gens avec lesquels on peut pas faire la paix. Donc il faut y songer aujourd'hui. Et je ne vais pas insulter le gouvernement israélien, ils sont en train évidemment d'y songer. On n'est pas des militaires abrutis
en disant on y va, etc. On se dit si on fait ça, il se passe quoi? On teste auprès des Américains, on teste auprès des Iraniens, on fait savoir aux Iraniens, l'Arabie Saoudite, etc. Enfin, il y a de la politique, il y a de la diplomatie avant qu'on envoie les guerriers ou les militaires. Alors quand on dit il y a des problèmes de météo, non. Quand on dit c'est imminent, ça fait 4 jours que les journalistes disent que c'est imminent. Si c'est pas imminent, c'est que effectivement il y a des négociations au plus haut point. Et fort heureusement, j'ose espérer que les négociations et la diplomatie permettraient, parlons conditionnel plutôt qu'au futur, mais d'épargner des populations civiles. Charles. Non, mais je pense que c'est un problème quand même totalement insoluble. Comme le rapportent beaucoup tous ceux qui vont là-bas, la haine est énorme des deux côtés. La haine de beaucoup d'Israéliens contre les Palestiniens, les Gazaouis, le Hamas. La haine dans l'autre sens. Le Hamas qui est devenu un mouvement fanatisé comme Daesh. Ça n'est plus une organisation politique et encore moins... N'en déplaise à Daniel Obono, une organisation de résistance. C'est une organisation fanatisée islamiste comme Daesh. Donc c'est pour ça que la priorité, c'est quand même d'éradiquer cette organisation, comme on a fait avec Daesh. En fait, on peut pas continuer qui n'est pas laisser, qui n'est pas, oui, mais qui a quand même l'État islamique en Irak. C'est pas ce que c'était. C'est pas aujourd'hui ce que c'était il y a 10 ans. Heureusement. Il y a un mec à Bruxelles qui allait tirer en se revendiquant de l'État. Oui, mais oui, d'accord, mais Ivan Gouchkov à Arras, c'est revendiqué. D'accord, mais ils ont quand même été très affaiblis. Et puis il faudra voir aussi que la haine, le sentiment, on voit d'ailleurs les batailles, même un peu de communication sur les réseaux sociaux, le sentiment anti-israélien, il va malheureusement beaucoup monter aussi à cause de l'offensive israélienne qui va faire des morts comme elle en a déjà fait. Et vous aurez toujours des gens qui auront le sentiment que pour les commentateurs que nous sommes, pour les hommes politiques, pour l'Occident en général, une vie palestinienne ne vaut pas une vie israélienne. Parce qu'il n'y aura pas les mêmes réactions et la même émotion quand un Palestinien mourra de l'offensive israélienne que quand un Israélien aura été tué par l'offensive du Hamas, à la différence près quand même que les soldats israéliens ne tuent pas à bout portant des enfants à la Kalachnikov, comme l'ont fait les gens du Hamas, et c'est quand même quelque chose qui doit être dit. Mais donc ces haines vont se cristalliser, et c'est voilà, c'est ce conflit qui dure depuis des décennies, va durer des décennies. Onfray a souvent recours à une rhétorique incisive pour défendre ses idées, ce qui a été particulièrement visible lors de ce débat. Pablo Pillo-Vivien, malgré les attaques verbales de Michel Onfray, a tenté de défendre ses positions avec calme et détermination. Il a mis en avant des arguments en faveur de l'inclusivité et de la justice sociale, cherchant à contrer les critiques d'Onfray avec des faits et des exemples concrets. Le débat a été largement commenté sur les réseaux sociaux, avec des avis partagés. Certains ont salué la franchise d'Onfray, tandis que d'autres ont apprécié la résilience et les arguments de Pillo-Vivien. Ce débat entre Michel Onfray et Pablo Pillo-Vivien sur BFM TV a été un moment fort de la télévision française, illustrant les tensions et les divergences d'opinion sur des sujets cruciaux. Il a également montré l'importance du dialogue et de l'échange d'idées, même lorsque les positions sont diamétralement opposées.